vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 214 sur la thrombopénie chez l'adulte et l'enfant. Voilà, vous avez tout dit avec une intro de qualité par Madame Emma. Mais c'est parti. Item de médecine interne. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça va nous servir, ça c'est sûr. Parce que c'est des choses qu'on voit souvent sur les prises de sang et des fois on ne sait pas trop quoi en faire, enfin moi perso. Donc là au moins ça va remettre un peu les idées au clair. Bon, comme vous l'avez sans doute vu, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait d'épisode. J'étais très occupé, j'ai pas trouvé le temps. Donc je me rattrape aujourd'hui et donc il va falloir rattraper tous les nouveaux abonnés. Bande de petits fous, vous avez été nombreux à vous abonner. Donc on est parti avec Alice DHS qui était la première à s'abonner, c'était le 21 mai. Dis donc, ça fait presque un mois que j'en ai pas fait, donc il fallait se rattraper. Ensuite, il y a Negarvio98, Batwoman 1310, Next Sim Academy, Tel Maryland, Julie Campsmalea, Chris Nora, Janaël CLD, SBS MMMV, L1118L, Lola et Lucille. Ah, c'est 2 personnes, d'accord. Je vais pas trop aller sur les profils parce que ça va être trop long sinon. Donc Anaïs Cax, Roma.ne, Rémi Ange-Albert, Marion PGT, Jules Bin, Dieng Up, Lev Lucas, Antonin Spitz, Sou Ini, Mehdi Raji, Dr Nadou en blues, Percy Day Indula. Moi, des fois, je sais pas comment ça se prononce parce que tout est accroché, donc je l'interprète un peu à ma sauce. AH Nanou, Monica V, Made in Louis. Il fait des podcasts, lui, non? Créateur de réel, sport, running, lifestyle étudiant. Ok, donc si vous voulez être un peu inspiré, vous pouvez aller suivre Made in Louis. Giro Bertille, Erwan MPL, Got LGRS, Per.ona, Perona, Najib Gomari, Dr Kochi, Lisa Sibiud, Kylian Chi, CHY, Simon Asaf 19, Thomas P66, Dalia Aliadib, Ecos Master, quelque chose pour une plateforme 100% Ecos, totalement gérée par des internes. Inès Cogitore, MRWTK, L.DLS. Mettez vos prénoms. Luna, mets ton prénom. C'est Lilou Pasquier 2023 a priori, mais ça c'est son autre compte. Nobody Bapt J, Ryan.lub et la dernière à s'être abonnée il y a 9 heures, c'est Ninon BRNL. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que je vous ai pas trop manqué pendant ce mois d'absence. Non, je rigole, vous devez en avoir marre de me réentendre, mais si vous êtes là, c'est quand même que vous l'avez choisi. Donc, on est parti pour la thrombopénie chez l'adulte et l'enfant. Alors, la thrombopénie, qu'est-ce que c'est déjà? On va commencer par la base. C'est le nombre de plaquettes dans le sang qui est inférieur à 150 gigas par litre, que l'on peut aussi, selon les unités utilisées, définir par 150 000 plaquettes par millimètre cube ou 150 fois 10 puissance 9 plaquettes par litre, qui correspond à 150 gigas, 150 milliards, tout ça c'est pareil. Pour définir une thrombopénie, il faut donc interpréter l'hémogramme. Donc comment peut se déclencher une thrombopénie? Quels sont ses principaux mécanismes? Donc il y en a 3 principaux. Soit ça peut être un défaut de production, soit ça peut être une destruction ou une consommation des plaquettes en périphérie, soit ça peut être, troisième mécanisme, une séquestration des plaquettes dans la rate. Alors pour le défaut de production des plaquettes, ça se fait dans la moelle osseuse. Donc c'est ce qu'on appelle les thrombopénies centrales. Ça va être en rapport avec une insuffisance médulaire quantitative, qualitative, ou liée à un envahissement médulaire par des cellules anormales ou de la fibrose. Ça c'est pour les thrombopénies centrales,
qui viennent donc d'un défaut de production par la moelle osseuse. Ensuite, il y a les thrombopénies périphériques. Donc ça, c'est la destruction ou la consommation des plaquettes en périphérie, voilà, comme son nom l'indique. Et donc dans ces situations, la moelle osseuse, elle va produire les plaquettes comme il faut, mais celles-ci vont être consommées, donc soit par exemple, une coagulation intravasculaire disséminée, qu'on appelle CIVD. Ça peut être aussi dans des micro-angiopathies thrombotiques. Ça, c'est la consommation des plaquettes. Et il y a aussi la destruction des plaquettes. Ça peut se faire par des mécanismes immunologiques ou immunoallergiques. Et donc, ça se fait dans le sang périphérique. Et troisième mécanisme de thrombopénie, c'est la séquestration des plaquettes dans la rate. On parle alors d'hypersplénisme, qui vont être possibles au cours de toutes les pathologies qui font des splénomégalies. Et c'est d'autant plus marqué que la rate est volumineuse. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner comme manifestation clinique, ces thrombopénies ? Parfois, ça peut être asymptomatique. Donc là, on met juste en évidence la thrombopénie sur la prise de sang, à l'occasion d'un bilan de santé ou d'un bilan biologique préopératoire, par exemple, ou sur une prise de sang qu'on fait pour un autre souci particulier. Donc ça peut être une découverte fortuite, on va dire. Après, ça peut être mis en évidence aussi par des saignements cutanéo-muqueux. Donc le plus souvent, là, ça se fait quand la numération plaquettaire elle est assez basse, inférieure à 20 gigas par litre. Par contre, si la thrombopénie est d'origine centrale, ça peut survenir pour des valeurs un peu plus hautes. Donc les saignements cutanéo-muqueux, ça peut être des pétéchies, des hématomes, des hémorragies, des saignements du nez, des gingivorragies, voilà, plein de trucs comme ça. Et donc il y a des sites variés et des éléments de gravité qui sont aussi variés. Ça peut être du purpura pétéchial localisé, voilà, qui est peu grave, jusqu'à l'hémorragie importante qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc les saignements cutanés, on les appelle purpura ou ecchymose ou hématome. Donc le purpura, il est défini cliniquement par des taches hémorragiques pourpres qui ne s'effacent pas à la pression, à la vitropression, contrairement aux érythèmes, aux angiomes ou aux télangiectasies. Et ça correspond à l'extravasation spontanée des hématies, donc des globules rouges, hors des vaisseaux sanguins, au niveau du tissu sous-cutané. On a fait un item là-dessus, l'item 215. Donc si vous voulez remettre les idées au clair, vous pouvez aller l'écouter. Le purpura au cours des thrombopénies sévères, il peut être soit pétéchial, c'est-à-dire qu'il y a des macules punctiformes, rouges sombres. Ça peut être aussi echymotique, localisé ou diffus. Contrairement au purpura qu'on appelle purpura vasculaire, donc là c'est des lésions des parois des vaisseaux cutanés, et bien là, le purpura associé aux thrombopénies, il est non infiltré à la palpation et il est non nécrotique. Son association à des saignements muqueux est également un élément d'orientation en faveur d'un purpura associé à une thrombopénie. Donc si on a purpura plus saignement muqueux, il faut penser thrombopénie. Et après, des ecchymoses, c'est les bleus, tout simplement les bleus qu'on peut voir un peu partout sur la peau, qui peuvent être spontanés du coup. Et les saignements muqueux, donc là c'est notamment les muqueuses nasales, donc avec une épistaxis qui est unilatérale ou bilatérale selon les personnes. La muqueuse gingivale donne des gingivorragies qui sont provoquées par le brossage des dents par exemple, ou ça peut être aussi des saignements spontanés. Dans la muqueuse buccale, on peut avoir un purpura du voile du palais ou de la face interne des joues, avec aussi des bulles hémorragiques intrabuccales. Dans la muqueuse digestive, ça peut faire du méléna ou des rectorragies, selon la hauteur du tube digestif qui est atteinte, et plus rarement de l'hématémèse. Donc là, c'est des vomissements sanguins, des émissions de sang par la bouche, surtout s'il y a une lésion sous-jacente associée. Au niveau de la muqueuse génitale, on peut avoir des ménorragies ou des métrorragies, donc ça c'est tous les saignements génitaux qui sont anormaux. Et la muqueuse vésicale peut faire des hématuries, donc du sang dans les urines. On peut également avoir des saignements viscéraux, comme par exemple les hémorragies cérébro-méningées. Donc ça, on peut les suspecter si on a une céphalée en coup de tonnerre, céphalée brutale. Alors, les caractéristiques cliniques d'un purpura thrombopénique. Donc on l'a déjà
un petit peu décrit, mais on va y revenir dessus, parce que ça peut être important à savoir. C'est important à savoir d'ailleurs, c'est de rang A. Donc le purpura thrombopénique, c'est une lésion rouge violacée qui ne s'efface pas à la vitropression et qui est le plus souvent pétéchiale. Il faut le différencier du purpura vasculaire qu'on a décrit un peu plus haut. Et je vous renvoie toujours à l'item du purpura. On a une petite photo d'ailleurs d'un purpura thrombopénique, voilà, sur une petite jambe. Voilà, il s'agit d'un purpura pétéchial chez un patient qui a une thrombopénie. La base. On a la photographie d'une bulle intrabuccale qui est montrée par la petite flèche. Donc ça, c'est un patient qui a une thrombopénie également. Donc il a aussi des dents un peu cata. Et des bulles intrabuccales qui peuvent montrer ces saignements muqueux. Alors, les signes de gravité et les urgences vitales que l'on peut retrouver devant une thrombopénie, voilà, qui est la première chose à éliminer. Donc déjà, ça peut être tout ce qui est lié aux accidents hémorragiques viscéraux. C'est rare, mais c'est grave. Ça peut mettre en jeu le pronostic vital ou le pronostic fonctionnel. Pourquoi c'est grave ? Parce que la localisation du saignement fait que ça peut vraiment dégénérer. Donc ça peut être des hémorragies cérébroméningées. Donc ça c'est grave du fait du retentissement. Ça peut faire des céphalées, des nausées, des vomissements, des troubles de la vigilance, déficit neurologique sensitif ou moteur, ou les deux. Et donc là il faut faire une imagerie cérébrale en urgence. Ça peut être aussi grave, lié au fait que l'hémorragie soit aiguë et importante. Donc ça peut même mener à l'état de choc hémorragique. Donc là, par exemple, dans les hémorragies digestives, donc les hématémèses, les rectorragies, les mélénas, les hémorragies urinaires ou génitales aussi peuvent être très abondantes. Donc ça, par contre, les signes de gravité et d'urgence, c'est le plus souvent lorsque le chiffre de plaquettes est très bas et lorsqu'il est inférieur à 10 gigas par litre. Ça peut survenir aussi pour des chiffres de plaquettes plus élevés, si on a par exemple des facteurs aggravants, donc l'âge avancé, une hypertension artérielle qui serait mal contrôlée, une lésion sous-jacente à risque de saignement, un traitement qui interagit avec l'hémostase ou la coagulation, donc des anticoagulants, et voilà. Les hématomes non provoqués et confluents, autres que ceux des membres inférieurs, peuvent faire évoquer et doivent faire évoquer d'ailleurs une anomalie de la coagulation qui peut être associée à la thrombopénie. Donc les hématomes non provoqués qui sont confluents, drapeau rouge, ça peut être anomalie de la coagulation en plus de la thrombopénie, donc CIVD par exemple. Les hémorragies viscérales aussi, et les hémorragies continues au point de ponction. Ça, pareil, il faut que ça fasse tilt et que ça évoque une anomalie de la coagulation associée à la thrombopénie. Donc il y a heureusement des prodromes pour essayer d'anticiper un peu l'événement grave. Donc les prodromes, ça peut être un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux qui est assez marqué. Ça va précéder les accidents hémorragiques plus graves. Donc c'est des signes d'alarme, entre guillemets, qui constituent des éléments d'alerte et qu'on a dans un tableau que je vais vous décrire. Donc ça, le tableau, en fait, il décrit toutes les manifestations hémorragiques que l'on doit considérer comme des signes d'alerte et qui peuvent en fait annoncer une survenue hémorragique viscérale qui est potentiellement grave. Donc, qu'est-ce qui doit nous alerter ? C'est des bulles hémorragiques intrabuccales, des gingivorragies importantes, spontanées, voilà, sans brossage de dents ou sans traumatisme de la gencive, les épistaxis, surtout bilatérales. Voilà, tout ce qui est un peu hémorragie ou pré-hémorragie ORL, ça doit faire craindre une hémorragie viscérale plus grave. Les métrorragies aussi, les saignements entre les règles. Les purpuras échymotiques extensives, voire même disséminées, surtout s'il est associé à des hémorragies muqueuses importantes. Et les céphalées, qui, même si elles sont isolées, doivent faire rechercher un accident hémorragique cérébroméningé et faire réaliser une imagerie cérébrale en urgence. Bon, vous ne stressez pas devant n'importe quel patient céphalalgique, ça ne va pas forcément être un accident hémorragique cérébroméningé. Mais s'il y a d'autres critères et d'autres petits signes,
il faut quand même y penser, ok? Alors, aussi, il peut y avoir une fausse thrombopénie qu'on va devoir éliminer du coup. Donc ça, c'est par exemple s'il y a une thrombopénie sans aucun signe hémorragique cutanéo-muqueux, il faut déjà s'assurer de l'absence d'agrégats plaquettaires par agglutination lorsque on a un tube EDTA. Donc c'est l'acide éthylène diamine tétraacétique. Ça c'est juste pour flexer. En gros, c'est l'anticoagulant qui est utilisé en routine dans les tubes d'hémogramme. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'agrégats plaquettaires. Donc il faut bien que le tube soit EDTA. Les agrégats, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils conduisent à une sous-évaluation de la numération plaquettaire, qu'on peut qualifier du coup de fausse thrombopénie. Et donc il faut vérifier dans ce cas la numération sur une lame au microscope. Donc en fait on va faire un frottis sanguin. Donc on va rechercher des agrégats plaquettaires au frottis sanguin et on va faire un contrôle sur un tube citraté. Et dans ce cas le nombre de plaquettes sera généralement normal. Et donc en cas de fausse thrombopénie, donc un artefact de laboratoire, les signes hémorragiques seront absents. Et du coup il n'y aura aucune exploration complémentaire à faire. Voilà, on sait que c'est une erreur du labo. Donc, quand on a une thrombopénie assez marquée, mais qu'il n'y a aucun signe clinique, on demande au labo de contrôler. Un petit verre d'eau, parce que c'est la canicule. Même si là, il est 22h18, on est quand même plus au frais, mais quand même, hein, ça cogne. Alors, on enchaîne avec les principales causes de thrombopénie chez l'adulte et l'enfant. Donc on en a un petit peu parlé, mais on va aller plus en détail pour avoir plus d'infos. Les thrombopénies centrales, on va commencer par le commencement. C'est un défaut de production des plaquettes, on le rappelle, au niveau de la moelle osseuse. Ça va être habituellement associé du coup à d'autres cytopénies, donc des diminutions d'autres lignées cellulaires. Donc ça va créer des anémies, diminution des globules rouges, et des leuconeutropénies, diminution des globules blancs et des neutrophiles notamment. Donc quelles sont les causes des thrombopénies centrales? Donc ça peut être un envahissement médulaire par des cellules anormales. Donc dans les leucémies aiguës, on va avoir un envahissement de la moelle par des blastes, donc des cellules précurseurs, un petit peu des cellules finales on va dire. Ça peut être des lymphomes, donc là on va avoir un envahissement par des cellules lymphomateuses, tout simplement. Ça peut être des myélomes, donc là c'est un envahissement par des plasmocytes monoclonaux, des anticorps monoclonaux. Ça peut être aussi des métastases osseuses de cancer solide. Donc là on va avoir un envahissement par des cellules tumorales non hématopoïétiques, donc c'est des cellules tumorales qui ne vont pas créer de cellules sanguines. Et on peut aussi avoir un envahissement médulaire par de la fibrose, donc c'est ce qu'on appelle la myélofibrose tout simplement. Donc ça c'est un envahissement de la moelle par des cellules anormales qui ne vont pas créer les cellules que l'on veut avoir. Ça peut être aussi une insuffisance médulaire qualitative, donc quand c'est la qualité qui fait défaut, on parle de myélodysplasie. Ça peut être aussi une insuffisance quantitative, donc pas assez de production, et dans ce cas on parle d'aplasie médulaire. Ça peut être idiopathique, donc comme ça, une aplasie médulaire qui survient spontanément, ou ça peut être aussi d'origine toxique ou médicamenteuse. Et enfin, dernière cause de thrombopénie centrale, c'est une carence vitaminique qui serait nécessaire à la synthèse de l'ADN et nécessaire à l'hématopoïèse. Donc c'est la carence en folate, donc une carence en vitamine B9, et la carence en vitamine B12. Dans ce cas, on a une diminution de production des plaquettes, et ça se verra aussi dans la production de globules rouges, avec notamment des VGM, des volumes globulaires qui seront plus élevés, parce que l'ADN se synthétise mal et ça fait des gros globules rouges. Voilà pour les causes de thrombopénie centrale. Les thrombopénies périphériques, donc là c'est tout ce qu'on a dit qui se consommait, se détruisait les plaquettes dans le sang périphérique ou ça se mettait dans la rate. Donc les thrombopénies périphériques, voilà, comme on l'a dit, les plaquettes sont normalement produites dans la moelle osseuse, mais elles sont détruites dans le sang périphérique.
et c'est le plus souvent isolé. Il n'y a pas d'anémie ou pas de leucopénie associée. Quelles sont les causes? Donc la consommation des plaquettes, ça peut être par la coagulation intravasculaire disséminée, la CIVD, qui est elle-même secondaire à différentes situations pathologiques potentiellement graves, par exemple des sepsis assez sévères, des hémopathies et des cancers, des polytraumatisés, des complications obstétricales graves, et donc là, en fait, l'ensemble des facteurs de la coagulation qui sont également consommés dans ces situations de CIVD. Donc, en fait, on aura d'autres arguments biologiques, avec notamment la diminution du TP, du taux de prothrombine, un allongement du coup du TCA, du temps de céphaline activée, et on aura une baisse du fibrinogène, parce qu'on aura tout ça qui sera consommé également. Donc ça, c'est la CIVD. On peut avoir aussi une consommation des plaquettes par microangiopathie thrombotique. Donc ça, c'est quoi? C'est une consommation des plaquettes au sein de microthrombie, donc un thrombus, des thrombies. C'est des petits, des petits caillots, on va dire, et donc ça va être consommé au sein de ces petits caillots. Et donc la thrombopénie, elle est associée à une anémie hémolytique mécanique, c'est-à-dire qu'on a les globules rouges qui vont aussi se détruire de manière mécanique, donc ça va faire des schizocytes, c'est des cellules qui sont un peu difformes, on va dire. Ça veut dire qu'en fait, les globules rouges, ils passent pas de manière fluide dans les vaisseaux, ils vont se fracasser contre les parois et se détruire. Donc on va avoir une fuite des composants des globules rouges dans la circulation, donc potentiellement une augmentation de la bilirubine, etc. Et du coup, si on fait un frottis, on verra des globules rouges déformés qu'on appelle les schizocytes. Les microangiopathies thrombotiques, elles peuvent du coup être associées avec des défaillances d'organes, par exemple neurologiques ou myocardiques. Voilà, lorsqu'il y a un purpura thrombotique thrombocytopénique. Ça peut être aussi une insuffisance rénale au cours du CHU, le syndrome hémolytique et urémique. Donc ça constitue des urgences vitales, bien sûr. C'est des cas assez rares, mais auxquels il faut penser. Ça, c'est pour la consommation des plaquettes qui va causer une thrombopénie périphérique. Il peut y avoir aussi des mécanismes immunoallergiques. Ça, c'est des causes médicamenteuses essentiellement, notamment la thrombopénie induite à l'héparine, la TIH. Donc, dès qu'on traite un patient par héparine, il faut vérifier le taux de plaquettes. Excellente eau. Donc, mécanisme immunoallergique, plutôt iatrogène. Le mécanisme immunologique, donc on appelle la thrombopénie immunologique, je ne vais pas vous l'apprendre, ça peut être soit primitif, soit secondaire. Donc primitive, c'est quoi? C'est le purpura thrombopénique immunologique, le PTI, qui est en rapport avec des auto-anticorps antiplaquettes. Voilà, c'est un peu con. Le corps va produire des auto-anticorps qui vont venir attaquer nos plaquettes. Donc contre-productif. Et le diagnostic, il est retenu que devant une thrombopénie isolée, lorsqu'on a pu écarter toutes les autres causes de thrombopénie. C'est un peu un diagnostic d'élimination, ce purpura thrombopénique immunologique. Ça, c'est la thrombopénie immunologique primitive. La thrombopénie immunologique secondaire, donc ça peut être secondaire à une maladie auto-immune, notamment le lupus systémique. Ça peut être aussi secondaire à une hémopathie, donc les leucémies lymphoïdes chroniques. Et ça peut être aussi lié à un déficit immunitaire, une infection virale. Donc le déficit immunitaire, ça peut être le déficit immunitaire commun variable, le DICV. Voilà, je ne connaissais pas plus que ça. L'infection virale, ça peut être le VIH, bien sûr, les virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, le BV, Epstein-Barr virus, le cytomégalovirus, CMV, voilà, tous ces virus un peu classic shit, ça peut faire des déficits, des thrombopénies immunologiques, ça peut détruire les plaquettes. Et après, bien sûr, il y a des mécanismes mixtes, comme toujours, avec des thrombopénies qui sont associées à certaines situations infectieuses, le paludisme par exemple, la dengue, les sepsis. Voilà, donc là ça fait un peu tout, ça consomme des plaquettes liées à l'infection.
Ça réagit aussi de manière immunologique. On a parlé donc des thrombopénies centrales, des thrombopénies périphériques par consommation des plaquettes. Et on a aussi la troisième cause, les thrombopénies par séquestration plénique. Donc, toute cause de splénomégalie, donc de choses qui vont faire grossir la rate, ça peut s'associer à une thrombopénie par séquestration splénique. Et donc, on parle d'hypersplénisme. Il y a trop de choses dans la rate. Et la thrombopénie, elle est volontiers associée à une anémie et à une leuconeutropénie modérée, parce que, pareil, toutes ces cellules vont se retrouver coincées dans la rate. Donc, on l'a aussi surtout dans les hépatopathies, donc les maladies du foie, avec les hypertensions portales, les cirrhoses hépatiques, par exemple, donc quelle que soit la cause, ou d'affections hématologiques, donc par exemple les syndromes myéloprolifératifs ou lymphoprolifératifs. Voilà pour les thrombopénies par séquestration splénique qu'on appelle aussi l'hypersplénisme. Il y a aussi un petit cas particulier dont on n'a pas trop parlé, c'est la thrombopénie de la grossesse. Donc là, la survenue d'une thrombopénie au cours de la grossesse, ça peut être sans rapport avec la grossesse, donc toutes les causes qu'on a vues juste avant, mais ça peut aussi avoir un lien. Attention, donc les causes spécifiques à la grossesse, c'est quoi ? Il y en a deux. Il y a la thrombopénie gestationnelle. C'est la cause la plus fréquente de thrombopénie pendant la grossesse. C'est une thrombopénie modérée. Donc on a quand même un taux de plaquettes supérieur à 70 giga par litre, donc moins de risque d'hémorragie, grave en tout cas, qui peut apparaître habituellement au deuxième trimestre et qui va être maximale au troisième trimestre, donc plutôt en fin, et qui est d'évolution spontanément favorable en postpartum et sans risque de thrombopénie fœtale ou néonatale. Voilà, il faut le savoir, on peut avoir une baisse des plaquettes en fin de grossesse, et généralement c'est modéré. C'est la thrombopénie gestationnelle. Par contre, il y a un autre syndrome, une autre atteinte, qui est la prééclampsie et le syndrome HELP. Donc HELP, c'est H-E-2-L-P, donc pour hémolyse, je vais dire en anglais, Hemolysis Elevated Liver Enzyme, donc cytolyse en fait, élévation des enzymes du foie, donc cytolyse, et low platelets, donc plaquettes basses. Donc le syndrome HELP, c'est ça, hémolyse, cytolyse hépatique, plaquettes basses. Donc c'est une thrombopénie au deuxième ou troisième trimestre qui est associée à une hypertension et une protéinurie, ça c'est la prééclampsie, ainsi qu'à une hémolyse et une élévation des enzymes hépatiques en cas de syndrome HELP. Il s'agit d'urgences obstétricales qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital maternel et fœtal. Donc attention si on a cette thrombopénie qui est associée à l'hypertension et à la protéinurie, et même à une hémolyse et une élévation des enzymes hépatiques si on a le syndrome HELP associé. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on fait la démarche diagnostique pour trouver l'origine lorsqu'on a une thrombopénie de l'enfant et de l'adulte? Donc déjà, on commence par l'interrogatoire, comme d'hab. On va récupérer l'ancienneté de la thrombopénie, en récupérant les prises de sang antérieures. On va rechercher les antécédents familiaux, savoir s'il y a des thrombopénies familiales ou pas. Les antécédents personnels aussi, est-ce qu'il y a eu des hépatopathies, des hémopathies, des cancers, des maladies auto-immunes, un déficit immunitaire, ou alors si c'est pas étiqueté, est-ce qu'il y a eu des infections à répétition? Voilà. On va rechercher la consommation de toxiques, notamment l'alcool, qui peut faire des hépatopathies aussi. On va rechercher la prise de médicaments, bien sûr, en particulier des médicaments d'introduction récente, dans les semaines qui ont précédé l'apparition de la thrombopénie. Donc là, on va chercher la thrombopénie immunoallergique, en particulier. On va rechercher l'existence de conduites à risque, notamment sexuelles, drogue, etc., qui peuvent exposer au virus du sida ou de l'hépatite C. On va rechercher l'existence d'une grossesse évolutive. On va aussi rechercher la notion de voyage, est-ce qu'il y a eu une exposition au paludisme, à la dengue, à des maladies tropicales, etc. Et on va aussi rechercher la survenue d'un épisode récent d'infection virale ou bactérienne, est-ce qu'il y a eu de la fièvre, un syndrome pseudo-grippal, etc., etc. Donc on va essayer de poser plein de questions. Ensuite, on passe à l'examen physique, bien sûr. Donc on va évaluer la gravité pour faire l'orientation étiologique. Donc on va palper,
S'il y a des adénopathies périphériques, donc ça peut être, si on en a, des hémopathies lymphoïdes, des infections virales, un lupus systémique, voilà, ça peut être plein de trucs, mais il faut les rechercher. On va rechercher à la palpation abdominale une splénomégalie. Donc là, tout ce qui va être cirrhose et autres causes d'hypertension portale, ça peut en donner. Ça peut être aussi des hémopathies lymphoïdes, des syndromes myéloprolifératifs, des infections virales, le lupus. Donc ça peut faire gonfler la rate. L'hépatomégalie, on va rechercher aussi donc le grossissement du foie. Donc là, les hépatopathies ou les lymphomes peuvent en donner. Et on peut aussi avoir des signes d'hypertension portale. On va évaluer s'il y a de la fièvre ou pas, qui peut nous orienter vers une infection évolutive, un lymphome, un cancer ou un lupus systémique en poussée. Et également tout autre élément d'orientation clinique, notamment le rash cutané et l'angine dans le cadre d'une infection virale, l'éruption cutanée caractéristique et les arthralgies dans le cadre d'un lupus systémique, etc. Donc l'examen physique va aussi nous orienter vers tout ça. Ensuite, on passe aux examens complémentaires. Donc, on va voir quand est-ce qu'on prescrit le myélogramme devant une thrombopénie. Est-ce qu'on le fait à tout le monde ou pas? Donc, le myélogramme, on va le réaliser devant une thrombopénie qui n'est pas expliquée par une pathologie identifiée. Donc, si on a un hypersplénisme dans le cadre d'une hépatopathie connue, pas besoin, on a identifié un peu la cause. Si on a une carence vitaminique ou une autre cause virale assez évidente, bon ben là, on a à peu près la cause de la thrombopénie. Par contre, si on n'a pas tout ça, eh bien on devra faire un myélogramme systématiquement, notamment devant la présence de plusieurs éléments. Donc, si un âge supérieur à 60 ans, on fait un myélogramme pour ne pas méconnaître une myélodysplasie, qui est une pathologie assez fréquente chez les personnes plus âgées. On va essayer d'éliminer aussi un syndrome tumoral clinique, donc si on a des adénopathies, une hépatomégalie ou une splénomégalie, là ça peut puer un petit peu, donc on fera le myélogramme aussi. Et si on a une anomalie sur une autre lignée de l'hémogramme, donc une anémie, une macrocytose, une neutropénie, une monocytose par exemple, ou une anomalie du frottis sanguin avec des cellules anormales circulantes, et bien on fera aussi le myélogramme pour savoir d'où ça peut venir. Dans les autres situations, donc si on a une thrombopénie isolée chez un patient plutôt jeune qui a moins de 60 ans, qui n'a pas d'anomalie de l'examen clinique en dehors de l'éventuel syndrome hémorragique, lié juste à la baisse des plaquettes, et qu'il n'y a pas d'autre anomalie de l'hémogramme ni du frottis sanguin, eh bien on ne va pas recommander systématiquement le myélogramme. Donc qu'est-ce qu'on va faire aussi comme autre examen? On a parlé du myélogramme, mais il y en a d'autres qui vont nous aider. Donc déjà il y a l'hémogramme, donc ça c'est la prise de sang classique, la NFS, où on va analyser les autres lignées. Donc on peut s'orienter vers la cause centrale ou périphérique en fonction de si on a d'autres lignées qui sont basses. Donc si on a une leuconeutropénie et une anémie, c'est plutôt la cause centrale ou l'hypersplénisme. Si on a une thrombopénie isolée, c'est plutôt une cause périphérique. L'analyse de la formule leucocytaire, donc l'analyse des globules blancs, peut constituer également un élément d'orientation. Donc si on a une hyperleucocytose à neutrophile, donc des PNN élevés, ça peut être un contexte de sepsis bactérien. Si on a plutôt une lymphocytose, donc une élévation des lymphocytes, ce sera plutôt des infections virales ou une leucémie lymphoïde chronique. Si par contre on a une lymphopénie, là c'est des infections plus graves, donc des infections par le VIH par exemple, ou le lupus systémique qui peut aussi faire une lymphopénie. On va pouvoir aussi analyser le volume globulaire moyen, donc le volume des globules rouges, le VGM, qui peut nous orienter. Donc par exemple, si on a une macrocytose, donc un VGM supérieur à 100 femtolitres, on pourra avoir un syndrome myélodysplasique ou une carence, justement vitamine B9 ou B12, comme on l'a un peu évoqué. Donc ça, c'est l'hémogramme, qui peut déjà nous en apprendre pas mal. Je bois une petite gorgée. J'ai la gorge un peu sèche. Après l'hémogramme, on peut faire le frottis sanguin. Donc là, l'analyse du frottis sanguin par le médecin biologiste est indispensable.
notamment pour rechercher plusieurs trucs, notamment la fausse thrombopénie. Donc ça, c'est l'agglutination des plaquettes en présence de DTA. Ça peut permettre aussi de rechercher des cellules anormales circulantes, donc des blastes si on a une leucémie aiguë, des lymphocytes hyperbasophiles dans le cadre d'un syndrome mononucléosique ou au cours d'une primo-infection virale par EBV, CMV ou VIH. Et ça peut aussi trouver les fameux schizocytes au cours des microangiopathies thrombotiques, donc les globules rouges déformés. Voilà pour le frottis sanguin à quoi il peut nous servir. Après, on peut faire le bilan de démostase, donc le TP, le TCA, le fibrinogène, qui peuvent être anormaux dans le cadre d'une CIVD parce que ces molécules procoagulantes sont aussi consommées. Le bilan hépatique, qu'est-ce qu'il va nous indiquer lui ? Il va nous indiquer s'il y a une cytolyse ou pas, s'il y a une élévation des phosphatases alcalines, de la bilirubine. Donc là, ça permettrait de voir s'il y a une hépatopathie chronique, une hépatite aiguë, et on peut le compléter par l'échographie abdominale si effectivement on a des perturbations du bilan hépatique sur la prise de sang. Donc on verra à l'écho si on a une hépatomégalie, une maladie du foie, une splénomégalie, etc. Devant toute thrombopénie isolée non expliquée, voilà, on va rechercher une infection virale chronique, donc VIH, VHB, VHC en sérologie. Et si on a des points d'appel cliniques ou biologiques assez évocateurs, on pourra aussi compléter avec les sérologies virales de l'EBV, du CMV et plus si affinité. Mais globalement, c'est VIH, VHB, VHC en priorité. Si on a des signes d'appel un petit peu pour des choses qui puent un peu, style myélome, lymphome, infection virale chronique, lupus, voilà, des choses vraiment spécifiques médecine interne, on pourra faire la fameuse électrophorèse des protéines sériques pour rechercher un éventuel pic monoclonal ou par exemple une hypergamma-globulinémie polyclonale. Donc le pic monoclonal, généralement, ça sera plutôt dans le lymphome ou les myélomes. Et l'hypergamma-globulinémie polyclonale, c'est plutôt les infections virales chroniques ou les lupus. Et au contraire, les hypogamma-globulinémies, du coup, c'est le DICV, donc à ne pas confondre avec CIVD, même si c'est les mêmes lettres en mélangé. Donc le DICV, c'est le déficit immunitaire commun variable. Donc ça, c'est une hypogamma-globulinémie, donc une baisse des gamma-globulines. Et enfin, on peut aller vraiment dans le spécifique un peu plus médecine interne rhumato avec les anticorps antinucléaires. Donc là, ça permet de dépister un éventuel lupus qui serait associé du coup à une thrombopénie immunologique. Et par contre, si on a des anticorps antinucléaires positifs, de manière isolée, ça ne va pas suffire à signer l'existence du lupus. Il faut d'autres arguments. Mais en tout cas, si c'est négatif, il n'y a pas de lupus. Donc, bonne valeur prédictive négative. Alors, et oh là, Léon, il se frotte au micro, le petit chat. Il est content de me faire des câlins. T'es trop mignon, toi. Donc, on a un exemple de fond d'œil, et on finit par ça d'ailleurs. Donc, profitez bien. Ah purée, j'arrive plus à parler tellement j'ai la gorge sèche. C'est vraiment la sécade. Donc c'est une patiente de 20 ans qui est suivie pour une LALB, leucémie aiguë lymphoïde de type B avec une thrombopénie sévère. Du coup on a des fonds d'œil et on a au niveau des deux yeux des hémorragies rétiniennes superficielles et profondes de manière multiple qui sont associées à l'œil gauche à une hémorragie rétrohyaloïdienne. Donc là, c'est vraiment une thrombopénie sévère, avec des hémorragies rétiniennes diffuses dans les deux yeux. Donc voilà ce que ça peut donner aussi comme atteinte, et on va finir par ça. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un chapitre de 40 minutes quand même, hein. On ne s'est pas tourné les pouces. Donc chapitre assez complexe, mais finalement, si on arrive à bien systématiser, déjà un peu s'orienter vers l'étiologie de la thrombopénie, c'est pas mal du tout. Et après on peut aller chercher un petit peu spécifiquement qu'est-ce qui peut donner cette thrombopénie.
J'en dis pas plus, je vous laisse digérer tout ça. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Là, j'essaie de m'y relancer un petit peu. Bon, voilà, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, on peut dire que vous êtes les saints de la veine. Du coup, je vais me confier un peu à vous. Je sais pas si j'en avais parlé dans le précédent épisode, je sais pas où j'en étais, mais j'ai quelques soucis de santé. Bon, c'est rien de très grave, mais c'est un peu chiant quand même, ça m'embête pas mal. Bon, j'ai eu mon entorse grave de la cheville, ça c'est en train de bien se réparer, bien que j'ai des petites douleurs résiduelles, mais j'arrive à recourir dans les chemins, etc. Par contre, un nouveau truc qui m'est tombé sur le coin de la gueule, c'est potentiellement une spondylarthrite ankylosante. Ça, c'est le truc un peu moins drôle, parce que si c'est le cas, c'est incurable. On peut juste traiter les crises, donc un peu chiant quoi, de vivre avec ça. Et en gros, voilà, ça s'est dévoilé lors d'un petit voyage en Italie là, qu'on a fait avec Emma et sa famille. Où en fait je faisais pas de sport parce que j'étais encore en train d'être en convalescence avec ma cheville, et j'ai commencé à avoir des énormes douleurs des sacro-iliaques qui m'ont presque empêché de me balader juste en ville, comme ça. Donc chiant, et du coup ça m'a fait tilt, parce que j'avais toujours des petites douleurs par-ci par-là, mais que je me disais, bon, mais comme je cours, je suis en prépa marathon, etc., ça peut faire mal. Mais là non, c'était différent, je faisais pas de sport et je pouvais quasiment pas marcher à cause de ces douleurs là, d'horaires bien inflammatoires comme on aime, surtout le matin, un bon dérouillage matinal. Là du coup ça m'a fait penser à mes lombalgies que j'avais depuis à peu près 1 an et demi, où je trouvais pas d'où ça venait. Donc moi je faisais du renfo, des trucs comme ça soulage un petit peu, mais c'était toujours un peu là, notamment en fin de nuit. Voilà, toujours je me réveille assez tôt à cause de ce mal de dos. Je pense que ça vient de cette atteinte de la spondylarthrite. Voilà, j'ai fait le lien avec plein de petites douleurs articulaires que j'avais par-ci par-là, mais que j'avais jamais vraiment étiqueté. Donc voilà, je pense que en tout cas je coche plein de critères, notamment les critères d'Amor. Je suis allé les rechercher du coup, puisque j'ai fait le chapitre mais je m'en souvenais pas. Du coup, si on s'en fie à ces critères, le diagnostic est positif. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop m'embêter. Mais pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative. Voilà, de savoir si je vais pouvoir faire la Diagonale des Fous, à laquelle je suis inscrite, plein de petits projets que j'avais. Donc voilà, j'attends un peu de voir comment ça évolue. Mais c'est pour ça que là, j'étais pas trop, j'avais pas trop le temps de m'occuper du podcast. Voilà, vous savez tout pour ceux qui sont restés jusque là. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, et profitez bien du beau temps. Ciao.